Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire MHD Expert. Nous sommes heureux d'avoir avec nous aujourd'hui un grand acteur des solutions réseau en data center, Pluribus Network. Dans ce webinaire, nous allons découvrir avec eux la solution, comment elle répond aux besoins et aux challenges des réseaux data center de nouvelle génération. Donc, comme indiqué dans les titres de webinaire, donc les trois piliers du Pluribus Network sont la simplicité, l'agilité et l'innovation. Donc pour information, donc cette session elle sera enregistrée. Elle sera après disponible sur notre plateforme MHD Expert. Et puis à la fin du webinaire, nous allons vous envoyer un lien pour pouvoir la visualiser. Et puis pour ceux qui n'ont pas pu assister à ce webinaire, ils pourront toujours la consulter en ligne sur notre plateforme MHD Expert. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Andy et Marco. Donc Marco qui est basé à la Silicon Valley. Merci Marco d'abord de t'être levé tôt pour pouvoir nous décrire la solution Pluribus Network. Donc ils vont nous présenter la solution et puis nous allons les challenger pendant la présentation avec des questions techniques. Donc je serai accompagné avec mon ami Driss pour faire cette animation. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On essaiera de répondre à un maximum de questions en séance. Sinon, à la fin du webinaire, on essaiera de répondre à toutes les questions restantes. Donc l'idée, c'est de rendre ce webinaire interactif. N'hésitez surtout pas à poser toutes les questions. Donc, toutes les questions sont bonnes. Donc, on attend de vous plein de questions dans le chat du webinaire. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses intéressantes et innovantes à découvrir ensemble quand vous allez le voir. Donc, pour information, donc, le micro de tous les participants a été coupé pendant le webinaire pour pouvoir avoir une bonne qualité de webinaire. Et puis voilà, donc encore une fois, Andy et Marco, merci beaucoup pour votre temps, votre disponibilité pour préparer ce webinaire avec nous. Donc toute la communauté francophone est impatiente de découvrir votre solution. Donc je vous propose de vous présenter et puis passer dans le vif du sujet et nous présenter votre solution. Oui. Super, merci et bienvenue. Et je pense qu'on va commencer avec Andy, avec Andreas Falkner. Je lui donne la parole pour faire une introduction de la compagnie Pluribus. Et je pense aussi mieux qu'on va arrêter notre vidéo. Comme ça, la qualité va améliorer. OK. Je vais faire le même ici. Et voilà. OK. Alors, on va commencer. Merci Hicham, merci Marco, merci pour l'introduction et bienvenue, mesdames et messieurs. Catherine, j'ai vu que laisse-moi voir. Ah, il y a le slide. Merci Hicham ou Idriss. Je vous rejoins aujourd'hui de Munich. Alors, en Allemagne, je suis avec vous aujourd'hui de Munich. Alors, la question pour nous est ce qui est Pluribus Network, quels sont nos points forts technologiques et quels sont nos avantages dans l'espace networking. Pluribus est une start-up californienne typique, fondée il y a 10 ans et nous avons un petit atelier d'ingénierie situé dans la Silicon Valley en Californie. Et comme vous le voyez sur cette slide, nous prétendons être un leader open networking avec un objectif principal sur les solutions SDN et de network virtualisation. En open networking, on comprend la désagrégation des commutateurs et les NOS, le Network Operating System. Les NOS peut être utilisé indépendamment du hardware. SDN, en plus, est axé sur un haut degré d'automatisation dans les environnements de data centers virtualisés. La facilité d'utilisation et la réduction de la complexité, ce sont les principaux objectifs des SDN.
Maintenant, notre architecture data center se base sur une approche SDN tout à fait différente. Une approche SDN distribuée qui n'a pas besoin de contrôleurs externes. Il s'agit d'un dessin SDN qui a été conclu par les inventeurs de Stanford University qui ont un background en serveur virtualisation, clustering et base de données distribuées. Pluribus est une compagnie software, mais avec une présence globale aussi, qui nous permet de fournir une assistance client 24/24. Nous sommes entièrement focalisés sur le développement du logiciel Ratio qui marche sur commutateurs hardware comme Dell et EdgeCore et aussi Celestica. Tous nos partenaires, Dell, EdgeCore, Celestica, utilisent des ASIC de Broadcom dans leurs commutateurs. Et notre intégration étroite avec Broadcom est un atout majeur qui nous différencie de nos concurrents. On a eu beaucoup de succès avec notre produit Data Center, avec les opérateurs mobiles, comme notre logiciel fait partie de la solution de Virtual Packet Core, Data Center Core de Ericsson, qui est le premier vendeur pour réseau 4G et 5G dans le monde entier. Nous avons des clients telco comme Swisscom, Orange, Telefonica, Mobitel et Vipnet pour la solution Pluribus Ericsson aujourd'hui. Et on a maintenant, grosso modo, 110 clients dans le secteur mobile. Avec Dell, avec notre partenaire Dell, nous avons en production à peu près une centaine de clients dans le secteur service provider et une entreprise. Et maintenant, je vais passer la parole à Marco pour qu'il nous explique plus en détail qui est la simplicité, l'innovation et l'agilité des Pluribus. Marco, à toi, s'il te plaît. Merci Andy, merci. Donc, avec l'équipe MHD, on a choisi d'intituler le webinaire avec les 3 mots innovation, simplicité et agilité, qui apparemment sont en antithèse, mais pas pour nous. Généralement, dans le secteur réseau, quand on fait de l'innovation, on se focalise uniquement sur l'idée de créer quelque chose de nouveau, de sophistiqué, de résoudre un problème important. Et les moyens qu'on utilise pour implémenter la solution est moins prioritaire que les résultats. Donc souvent, l'innovation se base sur des protocoles assez compliqués et la simplification en processus d'optimisation qui vient après l'invention. Mais on peut dire aussi qu'aujourd'hui, simplicity et agility sont devenus des sujets d'innovation eux-mêmes. Il y a des compagnies créées dans la Silicon Valley assez récemment, comme Apstra ou Forward Networks, qui font exactement ça. Ils développent des solutions de gestion de réseau qui essayent d'automatiser les réseaux des autres producteurs selon une couche d'abstraction logique, donc selon un modèle SDN. Dans le cas du software Pluribus, fournir une solution simple et facile à gérer fait partie de notre mission. C'est du design for simplicity ou built-in automation. Donc, philosophiquement, la vision Pluribus est que les 3 concepts, innovation, simplicité et agilité, se fondent ensemble dans notre solution réseau. C'est avec ces objectifs-là que Pluribus a investi dans une technologie SDN qui est intégrée directement dans le système opératif du commutateur. Et dont on dit Controllerless SDN Fabric. Et ça pour adresser des use cases qui traditionnellement nécessitent d'une implémentation complexe, comme l'unification à niveau de gestion et de contrôle des commutateurs distribués sur plusieurs sites géographiques. 2, la création de services de segmentation intelligents et avec une architecture le plus possible scalable. Je veux dire, si le switch dans son ASIC peut avoir 4000 VRF qui représentent 4000 locataires ou 4000 applications isolées,
La solution plus robuste les supporte tous. Le troisième use case, c'est un autre thème classique SDN, d'avoir une visibilité de qu'est-ce qui se passe au niveau de flux applicatifs sans acheter des solutions de network monitor. Donc, ces trois use cases sont implémentés avec une architecture overlay basée sur le protocole VXLAN et grâce à l'approche SDN, sont complètement automatisés. Le fait que nous utilisons VXLAN et aussi des protocoles d'Underlay standards comme BGP, OSPF, BFD, nous permet aussi d'insérer Pluribus dans un réseau existant qui utilise notre système opératif. Donc, Pluribus est ouvert. Et Pluribus peut interopérer bien dans des réseaux brownfield qui nous permettent d'obtenir une abstraction software SDN avec un investissement minimum, donc sans avoir Pluribus nécessairement partout. Alors, qu'est-ce qu'on vend? Principalement du logiciel réseau SDN qui s'appelle NetVisor, qui est un OS Linux qui marche sur un commutateur hardware Open Networking avec ONI. La licence sur les switches dépend de la vitesse du switch, de la puissance de commutation. Donc, on a une gamme de licences différentes pour les switches à 10 gigas, à 100 gigas, etc. Oui, les 100 gigas coûtent plus cher que les 10 gigas. Pour la majorité des solutions data center ou core networking ou réseau métro, il a un seul type de licence qu'on appelle Fabric, qui donne toutes les fonctionnalités. Il a un type de licence qu'on appelle Virtual Wire, qui est dédié aux solutions atypiques comme automation lab automation, automation des labs et packet broker. Mais on ne va pas, mais on va pas parler de ça pour l'instant aujourd'hui. Nous avons aussi développé une plateforme de gestion graphique qui marche sur des serveurs X386 virtualisés, qui est basée sur une architecture ouverte, Elasticsearch, et qui est composée par plusieurs modules. Il a une licence base qui s'appelle Unum, qui fournit les fonctions classiques de NMS, et donc on peut provisionner et monitorer les fabriques, pluriel, hein, les fabriques. Il a une licence qui s'appelle Inside Analytics réservée à l'analyse du flux et des licences pour automatiser la gestion comme alerting et reporting. Tous les éléments représentés dans les carreaux bleus sont optionnels. Ça veut dire que je peux gérer les fabriques avec la ligne de commande simplement et toujours exploiter l'abstraction SDN. On a aussi un système pour segmenter les fabriques dans des instances isolées qui s'appelle VNet ou Virtual Network. Si vous vous souvenez du Cisco Nexus 7000 avec les VDC, Virtual Device Context, bon, le VNet est un peu ressemblant à ça, mais appliqué aux fabriques entières. Alors, et voici notre système de commutateurs Open Networking. NetVisor aujourd'hui est supporté par plusieurs vendeurs Open Networking qui fournissent des switches ONI. Les principaux sont Dell et EdgeCore, mais il y en a des moins connus comme Celestica, Champion One et IT Renew. Pluribus, un peu comme Arista, offre lui-même ses commutateurs avec les logos Pluribus, qui sont généralement des modèles EdgeCore, mais assemblés selon des specs un peu différentes, comme avec plus de mémoire, de espace de disque ou avec un processeur, un CPU plus puissant, et qui sont certifiés et acceptés par OCP, Open Compute Project. Dans tous les cas, soit un switch Pluribus ou un switch Dell, EdgeCore, etc., ils sont toujours équipés avec un ASIC Broadcom. Dans les derniers 7 ans, on a développé une relation très solide avec Broadcom et on a fait un choix d'uniformité, mais aussi de qualité.
et de richesse des fonctions et d'évolution. Avec Broadcom, Pluribus supporte les modèles plus importants de la famille Trident et Tomahawk. Bon, je m'arrête un second. Est-ce qu'il y a des questions ou des curiosités? Allez-y. Par rapport, parce que Andy, quand il a commencé à parler, présenter la boîte Pluribus Network, il a parlé de technologies qui sont peut-être inconnues par les participants et nous-mêmes. Hein. C'est la désagrégation. Il a parlé de désagrégation. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la désagrégation du réseau? Et aussi cette histoire de ONI, en fait, qui pour moi, c'est un driver ou c'est un prérequis pour pouvoir communiquer avec l'ASIC. Est-ce que tu pourras nous donner plus d'informations sur ces deux terminologies qu'on vient d'entendre? Oui, super. Merci pour la question. Alors, la désagrégation, bon, je l'appelais simplement Open Networking, c'est un mot un peu de marketing. Alors, je dois dire que, alors, comme expérience personnelle, je dois dire qu'il y a des opinions contraires à l'adoption de Open Networking et la désagrégation, mais définitivement, les modèles White Box, vous pouvez lire notre blog, il y a des articles un peu partout. Les modèles de désagrégation White Box nous donnent des avantages au niveau de modularité et flexibilité. Donc, avec ONI, on peut faire marcher sur les mêmes hardware un jour un système opératif Pluribus et demain un système opératif différent, Sonic. Donc, ça aide beaucoup les clients à prendre des décisions, par exemple, parce qu'ils peuvent essayer un modèle white box qui leur plaît comme vitesse et après chercher la marche du système opératif qui est mieux pour eux. Et c'est très facile, ça facilite beaucoup l'expérience. Mais c'est aussi le contraire. Si un client a décidé que Pluribus est la solution au niveau software et il a pour le moment adopté un modèle basé sur EdgeCore, mais il trouve que dans le cas de vitesse 400 gigas, Dell nous offre une solution plus puissante et meilleure. Bon, il peut mélanger le hardware et garder le même système opératif. Donc, il y a définitivement beaucoup de flexibilité. Et ça nous permet une innovation plus rapide et de réaliser une efficacité économique, aussi éviter les vendor lock-in. Par contre, il y a des producteurs qui disent que Open Networking, c'est compliqué. Alors, comme expérience personnelle, moi, je viens chez Cisco. Quand j'ai travaillé chez Cisco, il y avait deux business units séparés pour le software et pour les hardware. Et ça, pour améliorer l'efficience de développement. Donc, avec la désagrégation hardware et software du Open Networking, il s'agit un peu de la même chose. Bien sûr, dans notre cas, l'équipe d'ingénierie Pluribus se trouve presque quotidiennement à interagir avec leurs correspondants chez Broadcom ou chez Dell, chez EdgeCore, etc. Aussi, à niveau d'expérience côté client avec le système opératif, alors je pense qu'installer du logiciel Open Networking comme Pluribus sur un switch white box prend le même effort que la mise à jour du logiciel iOS, EOS, Junos, etc. quand on sort les nouveaux switches du carton. Donc, je pense que premièrement, la richesse des fonctionnalités, la qualité, la stabilité, la simplicité de gestion, la modularité sont toujours des attributs du software et du hardware aussi. Et ils ont
ils ont peu à voir avec les modèles désagrégés ou les modèles verticaux. Donc, il y a des bonnes qualités avec Open Networking et il y a des mauvaises qualités aussi, mais c'est pareil avec des systèmes verticaux. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, le principe de désagrégation, en fait, qu'on le voit depuis un moment côté serveur, parce qu'aujourd'hui, côté serveur, on peut acheter un serveur Dell, HP ou autre, et mettre un NOS à l'intérieur, Microsoft, Unix, etc. Donc, c'est ça. Donc, c'est le même principe qu'on souhaite appliquer aujourd'hui pour les switches. C'est-à-dire acheter son switch vide ou white box chez Dell, chez EdgeCore, chez Celestica et autres, et venir en fait intégrer son propre NOS, que ce soit celui de Pluribus ou autre. Ou autre. C'est ça. Ouais. Donc, et pour l'histoire de l'ONI, c'est le driver, en fait, chaque vendeur white box, pour qu'il soit reconnu par OCP, Open Compute, c'est ça, Open Compute Platform. Project, oui. Project, et il faut qu'il adhère à ONI, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fournisse le driver, en fait, commun, connu par les différents NOS, pour pouvoir installer son NOS au niveau de Switch. On est bien d'accord, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Merci pour l'explication détaillée. D'accord. Alors, comme référence, ça c'est les portfolios Dell pour les gammes 10 Go, 25 Go, 100 Go, basés sur les chipsets Broadcom Trident 3, Maverick et Tomahawk 2. Et on vient de commencer à travailler juste maintenant sur le nouveau switch à 400 Go qui utilise Trident 4. Donc ça va venir très intéressant. Pour EdgeCore, est en train d'introduire la famille, on a renouvelé le portefeuille avec la famille Trident 3. Et avec notre marque Pluribus Freedom, c'est un peu la même chose. Donc, on va un peu en parallèle avec le portefeuille EdgeCore. Et oui, des fois, on a des clients. J'avais une banque à San Diego qui voulait un système Open Networking désagrégé, mais intégré pour conformité à leur politique interne. Et donc, ils ont choisi une solution Pluribus Freedom, qui est software, hardware intégré. OK. C'est très clair, Marco. Moi, j'ai une question, enfin, parce que tout à l'heure, il n'y a que Broadcom comme fournisseur avec lequel vous travaillez. Est-ce que c'est pérenne, cette collaboration avec Broadcom déjà, enfin, et je me dis, est-ce que ça ne va pas finir au final comme ce qu'on a vu avec d'autres solutions comme Cumulus, voilà, avec NVIDIA, donc on sait ce qui s'est passé. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus pour l'ensemble de la communauté? Oui, c'est toujours excitant d'être partie de la communauté Open Networking. Bon, entre Cumulus et Broadcom, c'est fini. Je vous invite à regarder notre blog. Il y a des articles sur le sujet très descriptifs. Mais bref, Broadcom a investi dans les projets Strata, SGX et les développements de SDK. C'est un effort important de grosso modo 300 ingénieurs pour 10 ans. Donc, c'est énorme. C'est un capital énorme. Et ça nous donne la stabilité, la richesse qu'il faut avoir pour le marché entreprise et le service provider. Donc, ce n'est pas une limitation d'avoir seulement Broadcom. Tout est fait. Je pense aussi que vous connaissez qu'Arista utilise Broadcom uniquement. Juniper aussi pour ces switches top of rack, pas les switches modulaires, les autres. Donc, Broadcom n'est pas seulement pour les hyperscalers. Hein? Bon, en général, c'est vrai qu'on regarde dans des autres directions aussi, mais
pour le moment, pas pour les switches. On est en train aussi de travailler sur des projets SmartNIC. Et pour ça, on va prendre une décision sur les partenaires hardware. Peut-être c'est Broadcom ou peut-être des autres. Moi, si j'ai bien compris la question de Hicham, c'est que est-ce que aussi Pluribus, il sera peut-être demain racheté par une autre boîte et qui va travailler avec, par exemple, racheté par Broadcom et qui va travailler qu'avec Broadcom. C'est comme ce qui s'est passé aujourd'hui avec Cumulus et Nvidia. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on pourra le voir dans l'avenir? Alors, c'est difficile à dire hein, parce qu'on ne contrôle pas tout. La direction que notre compagnie a pris, Andy le peut confirmer, on veut développer une compagnie, rester une compagnie privée. On ne regarde pas les acquisitions. Et on a eu des chances en passé, mais notre direction est vraiment développer un portfolio de partenariats et de couvrir plusieurs use cases. Donc, si vous vous souvenez, on a des partenariats OEM qui nous garantissent le cash flow. Donc, on est indépendant, on n'est pas dans une situation qu'on est tombé sur des autres. Ils ont dû aller sur les marchés pour être achetés. Donc, on ne peut pas exclure, mais ce n'est pas la direction qu'on veut prendre. C'est clair. C'est clair. Super. Alors, je voudrais maintenant vous donner plus de détails sur NetVisor. On vient de parler des white box, de white box economics. Merci encore. Un attribut important de NetVisor est qu'il peut se comporter simplement comme un switch traditionnel et gérer des protocoles ouverts qui lui permet l'interopérabilité nécessaire pour communiquer avec des autres éléments réseau externes. Donc, les stacks routage comme base est fourni par FRR, Free Range Routing, qui est aussi un projet Open Networking, sponsorisé par les OCP, Open Compute Project, avec la participation de Pluribus et des autres vendeurs software, comme Cumulus avant. L'instance FRR est complètement isolée dans un container Linux sur les switches. Donc, par exemple, on peut avoir une instance de routage pour la connectivité underlay, vers les spins, vers les cores, ou pour les services overlay qui sont totalement séparés et protégés l'un de l'autre. Mais la partie plus intéressante est les composants inclus dans le système opératif qui participent à le fabrique, à l'Adaptive Cloud Fabric, qui réalise tous les services de segmentation SDN. Une autre fonction qui rend NetVisor différent, unique, est la télémétrie de flux. Chaque commutateur Pluribus est capable en temps réel de détecter la présence de flux bidirectionnels. Ça, c'est pour le trafic TCP qui passe par ces portes. Et basé sur ça, de construire un petit base de données, c'est un peu comme FlexibleNet, mais bidirectionnel. Donc, cette information, cette metadata, est stocké sur le switch, mais est exportable avec Unum dans le database Elasticsearch dans Inside Analytics pour faire de l'analyse du flux. On a différentes versions du database Inside Analytics. La plus grande peut ingérer jusqu'à 2 milliards de flux. Alors, voici quelques exemples de panneaux de notre interface utilisateur graphique. On n'a pas le temps pour des démos, mais voilà. Bon, ça, c'est le panneau avec la topologie de les fabriques. Il y a un Health Dashboard pour monitorer l'état de switch, l'état d'utilisation,
des tableaux dans le switch, l'état de mémoire, CPU, etc., l'état de tunnel, etc. On a bien sûr des modules pour faire Zero Touch Provisioning et on peut, Unum se peut comporter comme un collecteur de syslog, SNMP et aussi offrir une vision de endpoints dans des dispositifs extérieurs, virtuels, physiques. Et bien sûr, pour fournir toutes les statistiques sur les portes, sur les comptateurs ACL, etc., etc. Côté plus détaillé sur l'analytique, donc pour faire de l'analyse du flux, avec un time machine qui peut gestir jusqu'à 30 jours et on peut faire le backup aussi. On a des solutions qui montrent faire reverse engineering, on montre le flow dependency mapping, donc comme une application se comporte et qui parle à qui. On fait, bien sûr, on a une analyse du endpoint aussi. Et il y a aussi des modules pour automatiser, pour générer des alertes, des alarmes et pour faire des reports automatisés. Et donc, Unum utilise des REST API pour communiquer avec les fabriques, pour envoyer des commandes et pour recevoir des données de télémétrie, évidemment. Et il peut également être utilisé comme collectionneur pour SNP syslog. Bon, ce que c'est intéressant, c'est que Unum encore, c'est optionnel. Si on veut gérer la fabrique avec la ligne de commande, on peut faire ça, où il y a deux clients très grands qui ont investi dans un système d'automation leur-même et dont ils peuvent invoquer le REST API. On a aussi des interfaces Python, Ansible, bien sûr. Mais ce n'est pas comme les autres. Il y a une simplification parce qu'on offre un seul point de gestion. Donc, c'est un seul IP avec qui on peut gérer une fabrique composée, par exemple, par 6 switches ici, connectés comme on veut, un peu comme on veut. On a aussi des plugins OpenStack et VMware. Marco, tu m'entends? Oui. Oui, il y avait une question, je voulais la poser tout à l'heure, mais qui a été aussi posée par un des participants. Tu as parlé en fait d'un contrôleur qui n'a pas de contrôleur, mais plutôt il y a une gestion distribuée. Est-ce que tu peux nous parler plus et nous donner des avantages et des inconvénients de ce type de solution? Oui, bien sûr. Alors, je vais utiliser ce diapo-là et je vais faire un exemple entre Pluribus et qui utilise un système de contrôleur distribué, donc sur les switches, et un système SDN où la couche d'abstraction est gérée par un contrôleur centralisé. Et donc, on compare ici deux topologies qui sont identiques. Donc, c'est un leaf and spine. Et l'objectif, c'est le même. Par l'administrateur, l'administrateur veut obtenir une vision globale pour monitorer et gérer ce réseau. Et avec un système de provisionnement atomique. Donc, il ne veut pas gérer box by box, on dit, tous les éléments du réseau, de la réseau. Mais il veut avoir une couche d'unification. Donc, c'est ça. Donc, les intentions sont pareilles. Pluribus n'utilise pas un contrôleur externe. Et donc, comme ça, toujours fait une différence déjà, parce que dans le cas des Pluribus, on va mettre les contrôleurs sur les switches, mais seulement où il faut effectivement fournir les services. Donc, par exemple, les spins sont seulement des nœuds de transport.
Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir un système SDN et contrôler les spins. Dans le cas de contrôleur centralisé doit contrôler les spins, il doit contrôler tous les passages, toutes les communications point à point. Dans le cas des plus robustes, on peut simplement dire que, bon, on se concentre sur les nœuds où il faut effectivement avoir la segmentation, les services, mais les autres, bon, pourquoi on utilise simplement un protocole de routage qui est compatible, qui est interopérable avec les autres. Donc, ça nous permet aussi de gérer des spins qui ne sont pas plus robustes. Donc, ça, c'est une première différence. Donc, on se concentre, notre fabrique, notre couche SDN est un peu, si vous voulez, isolée, nous permet d'être inséré dans des systèmes brownfield, mais aussi à traverser et étendre les couches SDN à travers des sites géo. Hein, et cette chose est un peu difficile quand on a un contrôleur centralisé. Alors, au niveau de conversation, le contrôleur centralisé doit parler avec tous les switches. Donc, il y a, si vous voulez, une simplification parce que chacun switch doit parler seulement avec les contrôleurs. Dans le cas des plus robustes, chacun switch a une maille de connexion avec tous les autres switches dans les fabriques. Donc, si vous voulez, il y a un charge sur les switches qui est supérieur dans notre cas. Dans notre cas, c'est le switch qui va déterminer, qui va driver la scalabilité du système. Dans le cas de contrôleur, c'est les contrôleurs quand même. Mais les contrôleurs doivent être redondés, donc il n'y a pas jamais les cas qu'il y a un seul contrôleur, il y en a toujours deux ou trois, et on doit répéter ça sur plusieurs sites si on doit offrir une solution SDN étendue géographiquement. Donc, ça devient assez compliqué au niveau de control plane. Et après, vous pensez, c'est une question pour vous. Alors, les control planes que je représente avec le bleu, les lignes bleues stratégiées ici et les lignes vertes à droite, ils n'utilisent que le réseau. Donc, dans notre cas, on utilise le réseau physique existant. On est complètement en ligne, in-band. Dans le cas de contrôleurs centralisés, il faut avoir un réseau dédié de management qui, quand on a plusieurs des sites, est compliqué à gérer. Et après, je dis déjà, il y a une complication parce que le système centralisé doit contrôler et donc créer un système qui est complètement fermé au niveau transport. Des fois, il utilise aussi des overlays qui sont propriétaires. Si vous pensez à Cisco CI, ce n'est pas standard VXLAN. Et dans notre cas, on fait un effort pour offrir une solution ouverte, surtout ouverte au niveau transport. Donc, j'espère d'avoir répondu. Non, c'est très clair. D'ailleurs, je pense que vous êtes le seul à proposer des solutions sans contrôleur. Oui. Ouais, c'est vraiment le grand point différenciateur avec les autres solutions. Le contrôle plane qu'on a vu en vert tout à l'heure, c'est un protocole propriétaire? Oui, c'est nécessairement propriétaire et il se base sur des technologies très, très communes, très connues. Hein. Les inventeurs plus robustes ont bossé chez le système Solaris, donc Oracle, ils ont une expérience au niveau de base de données distribuées. Et donc, on utilise simplement un mécanisme de base de données distribuées que jamais on a appliqué à des protocoles réseau. C'est ça vraiment le changement d'innovation dans notre cas. Oui, puis ce qui est très fort, c'est qu'on peut aller n'importe où et donc on peut avoir une fabrique extensible.
Exactement. Et il y a ce protocole qui est basé sur, on appelle three-phase commit. C'est un mécanisme de base de données distribuée qui nous permet de gérer les commandes pour le fabricantier atomiquement. Donc, ça veut dire que je veux créer un VLAN. Pour l'administrateur, c'est un command. Hein, j'imagine, je suis sur le CLI. Une ligne de commande, je crée un VLAN. Maintenant, je veux ce VLAN être défini partout. Et il y a un protocole qui synchronise les switches et qui attend que tous les switches disent oui, ouais, je suis prêt. Bon, je fais l'exécution. Bon, on fait commit. Et si quelque chose n'est pas OK sur des switches, parce qu'il y avait le même VLAN utilisé avant pour un sandbox, pour un expériment, bon, les commandes n'ont pas de succès. Mais je ne me trouve jamais avec une situation d'inconsistance que généralement on a quand on essaie de gérer des systèmes complexes avec Ansible, mais aussi des systèmes comme... Il y a des marques, je ne vais pas dire les noms de marques, mais il y a des marques qui utilisent des systèmes de gestion, de solutions EVPN qui ne nous donnent pas qui nous donnent pas la certitude d'avoir une consistance de provisionnement. Et en termes de scale, aujourd'hui, on peut mettre combien de switches? Oui, ça, c'est une belle question. Alors, ça dépend du hardware parce que vraiment, le charge, c'est sur le switch. Donc, pour le moment, on a problème jusqu'à 32 nœuds. N'importe l'hardware utilisé, on peut gérer un système qui est composé par 30 nœuds et le gérer comme un switch logique, comme un switch virtuel. Et on a fait des expériments, on peut effectivement scaler plus de 200 nœuds. Mais on va parler de ça. On a aussi des solutions qui se basent avec une intégration EVPN aussi et qui nous permet de scaler et donc de joindre deux fabriques pluribus ensemble. Donc, oui, la scale, maintenant, on a des clients qui ont plus de 128 nœuds et le système est géré avec des pods qui sont unifiés avec un collage VPN. Et on va travailler plus sur ça, mais bien sûr, avec les nouveaux switches, les nouveaux modèles de switch, on peut ajouter de scale. Marco, une question rapide d'une personne en fait dans le webinaire. Oui. C'est en termes de licence, comment ils sont gérés en fait? C'est un switch par switch? On achète des licences par switch? Oui, c'est switch par switch. Donc, il y a une licence unique sur les switches. Donc, chacun switch a une licence perpétuelle, dans lifetime pour la vie du switch. Et généralement, oui, on achète aussi le maintenance, le support. Mais chaque switch doit avoir son... Une licence perpétuelle, en fait, comment ça fonctionne en fait? J'achète la licence et c'est bon, ça reste... Et ça reste pour toujours. Vous avez le droit d'utiliser le logiciel Pluribus pour toujours. D'accord. Alors, je vais un peu plus vite. Vous avez, je pense, vous comprenez le système, comment ça marche. Et je voudrais faire un exemple avec deux paires de commutateurs avec Pluribus en dessus. Les paires à gauche situées sur un site avec des serveurs, l'autre situé dans un autre site. Il fait des agrégations avec des autres commutateurs d'une autre marque. Les deux paires sont connectées n'importe quoi. C'est un WAN privé. On utilise BGP peut-être, n'importe quoi, ou SPF. Ça, on appelle ça underlay. Alors, n'importe
n'importe quoi, que soit la façon de la topologie physique, que soit le nombre de commutateurs plus robustes des sites, toute cette structure vous apparaît comme une entité logique unique du point de vue de la gestion. Donc, vous gérez cela, même en utilisant le CLI, comme un seul commutateur ou routeur, avec un seul IP, adresse IP de gestion. Il y a beaucoup d'automatisation. Je dis on utilise des overlays avec cela, mais ils sont complètement automatisés, donc il n'y a rien à faire. Il faut seulement créer les services d'overlay, dont le VLAN, le VRF, le subnet, avec Anycast Gateway, le service QNQ, Bridge Domain, le VNet, tous les politiques de security, Network Packet Broker, microsegmentation. Ils sont tous des objets qu'on crée atomiquement sur le système, avec l'interface graphique ou avec le CLI. Donc, une vision un peu différente. Dans Data Center a aussi la possibilité de utiliser des protocoles de routage pour annoncer le service interne qui, pour les trafics Est-Ouest, sont gérés avec des concepts de routage distribué, Anycast Gateway, mais on peut annoncer le réseau, le préfixe avec BGP ou SPF, bien sûr, et supporter aussi VPN. Et, oui. Rapide, concernant l'architecture 5 stage, c'est-à-dire 2 couches de spine, normalement, vous le supportez? Oui, on peut supporter n'importe quelle topologie. Donc, on a des clients qui n'ont pas de spine, donc il n'y a pas d'épine ici, il y a une connectivité directe entre le deux paires. On supporte de boucles, de topologie boucle, pas généralement dans les data centers, mais dans le marché métro Ethernet. Donc, oui, on gère les boucles avec un protocole couche 3. Donc, il n'y a pas de problème de resiliency. Hein, ça converge très bien avec BFT. Donc, oui, on supporte. Marco, ce que je disais, c'est les super spines. Est-ce qu'on peut partir avec une architecture multipod ou on utilise des… Oui, on supporte ça aussi. D'accord, merci. Oui, bien sûr. Et alors, ici, il y a un peu une référence, c'est une comparaison. Et encore, on n'a pas le temps pour faire des démos, mais une comparaison entre une configuration avec Pluribus sur la droite et une configuration EVPN classique. J'utilise Cumulus ici, mais si on va utiliser Cisco, Arista, Juniper, c'est un peu le même niveau de complexité. Alors, si on a 32 switches et il faut configurer un VLAN avec un gateway d'une segmentation, un objet de segmentation VRF, pour Pluribus, c'est 3 commandes, c'est 3 objets. Ils sont des objets atomiques qui sont gérés par les systèmes automatiquement. Donc, il n'y a que 3 lignes de commande à créer. Pour un système VPN, il y a plusieurs des lignes de commande. Il faut aussi ajouter toutes les lignes de commande qui gèrent comme les services sont attachés au tunnel. Il faut des fois créer les tunnels manuellement. Donc, il y a un niveau de complexité déjà en plus de ce que je suis en train de montrer ici. Mais surtout, il faut faire ça sur tous les commutateurs. Donc, j'ai 32 commutateurs, ça veut dire qu'il y a un facteur de multiplication de 32. Donc, ça devient vraiment un état de provisionnement très important. Et ça seulement pour un service niveau 3. Hein. Donc, pour nous, c'est 3 lignes de commande en session SSH. Super simple. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc qu'est-ce que vous voulez? Peut-être on peut répondre aux questions. Et… Les questions que je peux répondre.
sur lesquels je peux donner une réponse. Super. Alors, moi, j'ai beaucoup de diapos dont je peux vous montrer un exemple de client ou je peux vous montrer un peu une solution data center dans les détails. Et qu'est-ce que vous voulez? Parce que je crois qu'on n'a pas le temps pour les deux. Oui, je pense que la partie data center, ça peut être intéressant. Donc, un use case. Alors, super. Alors, je veux faire un peu brièvement une analyse des requis techniques d'une architecture data center à haute disponibilité. Donc, quand il faut avoir solution de business continuity, de disaster recovery qui s'étend sur plusieurs sites géographiques dans data center 1, 2, N, etc. Donc, en bas, nous avons généralement solutions virtualisées. Il peut s'agir de plusieurs clusters virtuels indépendants ou un système qui se base sur Zerto pour la réplication mobilité. Peut-être qu'il y a une exigence simplement d'avoir des clusters étendus sur des emplacements de data centers physiques. Donc, les choix entre les deux approches dépend de besoins réels, d'une politique de réplication synchrone, dans active-active ou plutôt active-passive, active standby. Et dans les centres, les requis qu'on a au niveau de fabrique réseau physique, dans le centre du diagramme, donc nous souhaitons une application active-active ou active standby. Dans les deux cas, le rôle du réseau physique est toujours d'être résilient, optimisé du point de vue de routage, hautement disponible pour s'ouvrir aux pannes des liens, aux pannes des dispositifs ou de pannes de centres de données entiers. En temps simple, les réseaux doivent être actifs. Hein? Se comporter comme un cluster de commutateurs distribués synchronisés. Donc, c'est vraiment un peu le fabrique pluribus. Hein? Donc, passant à la partie supérieure du diagramme, généralement, en ce qui concerne le design du One Edge, il doit être hautement disponible. Oui, bien sûr, mais finalement très simple, hein, parce que le client veut la simplicité, la prévisibilité et en tout cas, bien sûr, la résilience. Donc, il y a un autre défi ici, à savoir qu'on mette en œuvre la politique d'insertion de pare-feu et garantit que le trafic traverse la même paire de pare-feu dans les deux sens. Bien entendu, le comportement de pare-feu varie selon les marques. Alors, pourquoi Pluribus convient-il parfaitement ici? Alors, du côté d'intégration One, Pluribus peut être utilisé dans une manière très classique et traditionnelle. Définissez des routeurs BGP redondants dans chaque site qui ont une entrée-sortie dans le One, peut utiliser des route maps in and out pour contrôler la façon dont les préfixes d'application sont annoncés et les parcours préférés en sortie. Donc, rien d'extravagant, hein? Rien de différent de la mise en œuvre de meilleures pratiques de routage que vous, Idriss et Hicham, connaissez très bien. L'effet que Pluribus, en tant que solution SDN, puisse également se comporter de manière interopérable, donc traditionnelle, nous convient parfaitement. Hein? Donc, du One Edge vers le bas, le fabrique Pluribus se comporte comme SDN complètement actif vers tous les liens, tous les paires de commutateurs disponibles. Donc, étant en service DMZ, un service de firewall service chaining, une politique de segmentation couche 3. Ce sont tous deux services étendus qui peuvent être activés dans la structure physique avec l'aide d'overlay VXLAN. Et donc, ce service fonctionne comme des politiques réseau entièrement distribuées et sont toujours actifs. Hein? Donc, ça veut dire, si je fais vMotion
et je déplace une VM de DC1 vers DC2, elle atterrira sur un serveur où elle pourra continuer et elle pourra continuer à utiliser la même gateway. Et donc, son trafic continuera à être soumis aux mêmes politiques de segmentation qu'il avait avant le déménagement dans DC2. Donc, la date du Cloud Fabric découvre simplement le nouvel emplacement de la VM et redirige de manière optimale le trafic vers celle-ci en quelques centaines de millisecondes, donc super vite, super performant. Même au niveau d'automation, pensez à migrer en instance de pare-feu. Hein? Donc, essentiellement, on pense de bouger une interface IP de zone externe et interne d'un firewall d'un centre de données à un autre. D'un point de vue de réseau, cette opération est légale, parfaitement légale. Donc, peut-être provisionné manuellement, où il y a des systèmes de géoclustering avec des marques de pare-feu qui nous permettent de faire ça. Mais du point de vue du fabrique, cela signifie donc que je peux déplacer en instance de pare-feu de DC1 à DC2 et le réseau prend en sous-seconde pour le découvrir et reconverger le trafic entre les deux sens vers DC2. Donc, rien n'a besoin d'être fait sur les réseaux en termes de réapprovisionnement quand il y a un événement de disaster recovery. C'est une automatisation réseau built-in, hein, donc intégrée. Alors, dans ce diapo, et après je termine, je montre à quoi ressemble un véritable réseau, hein, multisite, bien sûr. Donc, quand la construire physiquement, Pluribus ne nécessite aucune topologie particulière, on discutait avant. Donc, simplement, on utilise ici un système leaf and spine, mais la topologie encore est, nous la concevons en fonction de la capacité des ports. Donc, si on a besoin dans les sites plus petits, par exemple, des sites où il faut étendre le fabrique pour faciliter la migration de réseaux legacy, hein, où sont petits, donc il est uniquement nécessaire d'interagir avec un réseau existant. Donc, ceux-ci n'ont besoin que d'une paire de commutateurs, hein, pas plus. Et les sites plus grands, bien sûr, on peut utiliser un closed topology, leaf and spine, et plus grand aussi, super spine. Et bon, donc, on est libre de choisir la topologie physique. Et on est libre aussi de choisir le système opératif des épines, parce que les épines peuvent exécuter un OS qui n'est pas pluribus. Et deuxième chose intéressante, nous avons un paire de border leaf ici, et dans chaque centre, dans chaque data center, il joue de nombreux rôles simultanés. Donc, il s'agit comme de nœuds de service pour les service chaining, pour le chaînage du pare-feu, et pour les services d'échauffement aussi, si on a besoin de ça. Mais il s'agit aussi comme il était capable de fournir aussi la connectivité Data Center Interconnect, DCI, hein, au site remote, et au site distant. Et enfin, il agit comme des routeurs One Edge qui font du peering avec les routeurs One CPE. Donc, tous ces services dans les border leaf sont mis en œuvre à line rate, hein, sans recirculation. Donc, il y a vraiment des avantages
Bon, je termine, on n'a pas le temps de regarder les clients. Je termine avec une dernière diapo ici, si vous me permettez, ou est-ce qu'il y a des questions? Non, non, pas de problème. Super. Alors, ce que j'essaie de représenter ici, ce sont les différents services réseau qui peuvent être activés sur une fabrique pluribus multisite avec 2 sites ou plusieurs sites, qui est la zone verte ici. Alors, je représente chacune des fonctions avec les petites icônes à l'intérieur de la zone verte. Il existe aussi des éléments qui sont externes, qui sont les dispositifs physiques ou virtuels qui se connectent à les fabriques vertes. En plus, nous avons nos routeurs CPE1 ici, 2 pour chacun data center. Et au milieu de la couche, on a une couche blanche ici. Et nous avons un paire de pare-feu, un paire primaire, un paire secondaire, chacun situé dans un site différent. En bas, on a des machines virtuelles représentant les différents niveaux d'application, front-end, back-end, etc., qui, comme disait, sont libres de migrer, sont libres de faire vMotion entre les sites. Alors, premièrement, avec Pluribus, nous pouvons définir des objets localisés comme les vRouters, les FRR, dans les containers. Donc, fondamentalement, ils sont situés sur les respectifs border leaf dans site 1 et site 2. Et bon, on a 4 instances de routeurs ici, 2 pour chaque site. Et disons que nous annonçons le service de ce client, peut-être c'est une banque, à partir du champ de données de gauche, et que nous choisissons un CPE1 préféré à l'entrée et la sortie du centre de données. Et cela est possible car on a des capacités BGP complètes, comme AS-Path Prepending, Default Origin, etc., Routing, Route Mapping, Route Mapped Out. Donc, maintenant, dans l'autre sens, depuis les pare-feux en sortie, nous n'avons pas besoin d'exécuter un protocole de routage sur les pare-feux, bien sûr. Si on veut, on peut, mais ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons simplement implémenter un gateway VRRP à 4 voies sur les routeurs Pluribus pour fournir un next hop en sortie qui se trouve de préférence sur les paires de vRouters gauche dans les sites primaires. Mais en cas de panne, cette sortie peut en fait se déplacer dynamiquement au data center sur la droite. Donc, fondamentalement, il y a une combinaison de BGP, de VRRP standard, qui nous donne un chemin bidirectionnel préféré avec 3 chemins de sauvegarde, hot standby, qui prend moins d'1 seconde pour basculer et revenir en arrière aussi. Tout automatisé, tout automatique. Un deuxième aspect clé de la solution est de garantir que le trafic traverse le même paire de pare-feu. Donc, imaginez donc que chaque service soit représenté par un gateway de pare-feu qui est peut-être un contexte virtuel de pare-feu comme VDOM, V6, avec une adresse IP en direction nord, comme point 17 ici, une adresse IP en direction sud. Donc, l'icône de pare-feu noir ici représente le pare-feu primaire et l'autre le pare-feu secondaire. Donc, en fonction de la marque de firewall, il y a des systèmes de déplacement de l'instance primaire d'un site à l'autre, mais on peut faire aussi ça manuellement. Dans ce cas-là, on a en politique modalité qu'on appelle de call standby.
mais ça ne prend pas beaucoup. Ça ne prend pas beaucoup parce que c'est tout qu'il faut comme configuration de firewall au niveau des interfaces IP. Donc, il y a besoin d'une interface nord extérieure et une interface sud. Parce qu'après ça, le fabrique dirigera de manière optimale le trafic vers le VM de destination où se trouve. Hein. On gère la mobilité, etc. Hein. Mais vraiment, qu'est-ce qui est unique ici, ce sont nos fonctions de segmentation distribuée, nos VRF distribués, hein, cette icône ici, qui peuvent être utilisées pour fournir un routage optimal, mais aussi segmenter les trafics applicatifs hein, dans des front-end et back-end. Et donc isoler, hein, théoriquement, le front-end du back-end. Donc, par exemple, ici, le service de front-end, c'est dans un VRF jaune. Donc, il y a un routage distribué dans 2 subnets qui appartiennent au niveau front-end. Et après, il y a un VRF bleu sur la droite, hein, mais ça peut bouger, hein, n'importe, il peut être localisé dans les 2 data centers aussi. Avec le back-end, on a seulement un subnet back-end complètement distribué aussi, la subnet bleue. Donc, nous pouvons utiliser un 3e VRF, le VRF rouge, comme sous-réseau de transit, hein, pour fournir la connectivité à l'interface IP interne du pare-feu. Alors, jusqu'à présent, je définis 3 VRF, hein, jaune, bleu et rouge, complètement isolés. Mais maintenant, avec le Rebus, je peux utiliser une autre fonction clé qui est disponible avec notre technologie et qui nous appelons VSG. Le VSG signifie Virtual Service Group, est une politique de VRF leaking, on dit comment en français, fuite VRF, je crois. Et donc, c'est une politique de VRF leaking, mais comme les autres objets, c'est atomique. Alors, fondamentalement, je peux construire une logique où les jaunes peuvent communiquer avec les pare-feux hein, via les rouges et les bleus peuvent faire la même chose. Donc, je peux donner une connectivité sud-nord, mais je peux, dans le même instant, faire si que les jaunes et les bleus restent isolés. Et si le trafic du jaune au bleu est forcé d'être inspecté par les pare-feux, ou on peut insérer des politiques de microsegmentation sur les fabriques physiques Pluribus aussi. Okay? Donc, je pense que c'est assez cool. Hein? Que pensez-vous de ça? Oui, tout à fait. Moi personnellement, j'ai jamais vu ça chez un autre constructeur. Non, ça a l'air d'être très intéressant. Ouais. Super. Donc, je vous remercie de votre attention. Je demande pardon, ça m'a pris un peu, mais il y avait beaucoup de questions intéressantes. Donc, bon, Andy et moi sommes disponibles à répondre aux autres questions maintenant, mais vous pouvez aussi nous contacter directement à cette adresse sales@pluribusnetworks.com ou à travers MHD. Et donc, je laisse dans la parole à Hicham et Driss pour la conclusion. Hein. OK. Mais écoute, il n'y avait pas d'autres questions. Moi, j'avais une question rapide, si tu peux. Oui. Est-ce que EVPN, est-ce que vous l'utilisez quelque part dans votre solution? Ou alors, dans quel cas vous l'utilisez? On n'est vraiment pas contraire à EVPN. Hein. Seulement, comme j'ai essayé d'expliquer, ça nous donne, quand on utilise seulement EVPN, ça nous donne
des problèmes au niveau gestion, évidemment. Hein. Mm. Mais, alors, attendez. Bon, un use case pour utiliser VPN, c'est quand on a deux fabriques et on veut gérer ce système comme des domaines administratifs indépendants. Donc, on a 4 systèmes compléments indépendants et on veut faire de l'extinction au niveau 2, niveau 3. On peut bien sûr utiliser EVPN. Dans notre cas, la configuration EVPN est simplifiée, donc c'est presque automatisé dans le sens que vraiment on simplement doit définir les sessions dans les voisins EVPN, point à point, et c'est tout qu'il faut faire. Hein. C'est super, super simple. Après, c'est tout décidé au niveau de définition de service. Donc, si je définis un service niveau 2 ici en haut, gauche, qui utilise les mêmes VXLAN VNI, VNI, qu'un service niveau 2 de l'autre côté ici. Bon, pour notre automatisation EVPN, on comprend que le but, l'intention d'administrateur, c'est d'étendre ce service avec EVPN et donc, tout simplement, on le fait. Donc, ça, c'est un use case. Il y en a des autres aussi. On peut utiliser VPN pour simplement faire des interop avec Cisco, Arista, Juniper, Cumulus, etc. Donc, peut-être la prochaine fois, on va faire un petit démo de nos solutions. On va montrer aussi la partie VPN. OK? Super. Une dernière question, est-ce que vous avez des installations ici en Europe? Je sais que vous êtes basé aux États-Unis, vous avez des références aux États-Unis. Beaucoup. Je dois dire que grâce à Andy, on a presque plus de clients en Europe qu'aux États-Unis. Mais alors, ça fait partie vraiment, culturellement, l'Europe est plus disponible aux innovations. Les États-Unis sont plus, on dit en américain, copycat, hein, moi-même. Et donc, oui, on a beaucoup de clients. Moi, j'avais préparé des exemples quand, bon, ça, c'est une boîte franco-italienne, Econocom. Mais il y a aussi une boîte qui va venir franco-italienne aussi, parce que c'est une banque italienne qui va être acquisée par, je crois, Crédit Agricole. Et donc, on n'a pas le temps de parler, mais ces deux sont de case study. Bon, le Econocom, c'est déjà prêt, vous pouvez le lire. Cette banque-là, on est en train de le préparer. Il vient de terminer la migration entre les deux nouveaux data centers. Et bon, on a des autres, on a AM6, donc oui, on a plusieurs de références. AM6, en plus Vodafone. En France, on a A2.com. Ah oui, A2.com. On a plusieurs. Ah, merci, Andy. Tu connais ton territoire. OK. Très bien. Écoutez, merci encore une fois. C'était très, très intéressant. Merci pour votre temps et votre disponibilité. Donc, ça a permis de mieux comprendre la solution Pluribus Network et tous les avantages que cette solution apporte. Effectivement, c'est une autre approche qui est plus simple et qui apporte de l'agilité.
Peut-être on verra si on organise un autre webinaire, mais cette fois-ci orienté démo. Donc voilà, donc encore une fois, au nom de tout MHD Expert, on vous remercie pour cette présentation de votre solution Pluribus Networks. Merci, Cham et Driss, pour organiser. Merci, Andy. Merci de votre attention. Merci.